Cette série de chroniques biologiques a pour objectif de vous guider dans l'exploration du monde fascinant de la biologie. Et en suivant ces chroniques de la chaîne du vivant, vous serez surpris d'apprendre les liens inattendus qui peuvent exister entre des éléments qui n'ont apparemment aucun rapport. Ainsi, dans la précédente chronique, nous avons abordé le lien étrange entre l'histoire du cyclope qu'Ulysse affronta et le mécanisme qui permet au fœtus de déclencher l'accouchement. Dans cette 5e chronique, nous allons voir qu'il existe un lien entre les sources chaudes du parc national de Yellowstone et une photocopieuse à gènes, c'est-à-dire une technique d'amplification de l'ADN qui a véritablement révolutionné la biologie moléculaire. Cette chronique démarre dans le parc national américain de Yellowstone, situé dans le nord-ouest des États-Unis. Ce parc s'étend sur près de 9000 km² et il se trouve essentiellement dans l'État du Wyoming. C'est le président américain Ulysses Grant qui a créé ce parc national en 1872, ce qui en fait le plus ancien parc national du monde. Ce parc est inscrit depuis 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc de Yellowstone est caractérisé par la présence en son centre d'une gigantesque caldeira dont les limites sont représentées ici par des petits ronds rouges. Une caldeira est une vaste dépression à fond plat, plus ou moins arrondie, située au cœur de certains grands édifices volcaniques, et la caldeira résulte d'une éruption qui a vidé la chambre magmatique sous-jacente. La caldeira se forme en fait par l'effondrement du toit de cette chambre. Le lac de Yellowstone, qui est le plus grand lac de montagne d'Amérique du Nord, se trouve en grande partie à l'intérieur de cette caldeira. Sous la caldeira de Yellowstone, on trouve une chambre volcanique de très grande taille. Et quand la chambre atteint de telles dimensions, on parle de supervolcan, c'est-à-dire d'un volcan dont les éruptions explosives dépassent de loin celles des volcans classiques. Sous cette première chambre de Yellowstone, on trouve un autre réservoir encore plus volumineux. La chambre et le réservoir sous-jacent sont remplis essentiellement de roches chaudes et de poches de roches en fusion. C'est un point chaud qui est à l'origine de ce supervolcan de Yellowstone. Un point chaud est une zone de formation de magma plus chaud que la normale, située dans le manteau de la Terre et qui remonte vers la croûte terrestre. Une fois parvenu dans la croûte inférieure, les gaz et le magma en partie refroidi vont former la chambre magmatique. Et lors de l'éruption, le toit de la chambre va s'effondrer, ce qui permet la vidange d'une partie de cette chambre et un énorme volume de roches et de cendres est alors émis en surface. La plaque tectonique nord-américaine se déplace d'environ 2 cm par an sur ce point chaud fixe. Et ainsi, plusieurs caldeiras se sont formées au cours des 16 derniers millions d'années. Le point chaud est actuellement situé sous la caldeira de Yellowstone. La plus récente super-éruption s'est produite il y a environ 630 000 ans et elle a formé la caldeira actuelle de Yellowstone. On ne sait pas quand se produira une nouvelle éruption majeure de ce supervolcan, mais on sait que ses conséquences seraient désastreuses pour notre planète. Découvrons quelques-uns des paysages grandioses et colorés qu'on peut rencontrer en explorant les beautés de ce parc de Yellowstone. Voici par exemple le Grand Canyon de Yellowstone qui s'est formé lors des dernières glaciations avant d'être érodé par la rivière du même nom. Le nom Yellowstone, qui signifie pierre jaune,
vient de la couleur des rochers de ce Grand Canyon. Cette couleur jaune des roches provient de l'altération hydrothermale du fer qu'elles contiennent. On peut admirer aussi dans le parc de Yellowstone de très nombreuses chutes d'eau. Les plus hautes sont celles de Lower Yellowstone Falls qui rejoignent le Grand Canyon de Yellowstone. Ces chutes d'eau mesurent 94 mètres de haut, soit près de 2 fois la hauteur des chutes du Niagara. La renommée du parc de Yellowstone provient non seulement de ses paysages grandioses, mais aussi de son activité géothermique. En effet, plus de la moitié des geysers et des sources hydrothermales du monde sont présentes dans ce parc. Le plus célèbre geyser du parc de Yellowstone est le Old Faithful Geyser, dont les eaux jaillissent à près de 40 mètres d'eau. Ce geyser a eu la particularité d'entrer en activité à intervalles de temps presque réguliers, c'est-à-dire environ toutes les 90 minutes, mais son activité est aujourd'hui plus irrégulière. On trouve aussi dans le parc de Yellowstone le Steamboat Geyser, qui est le plus grand geyser du monde, pouvant projeter de l'eau à 90 mètres de hauteur. Les couleurs extraordinaires des piscines naturelles d'eau chaude qu'on trouve dans le parc de Yellowstone, comme par exemple celle des sources chaudes de Morning Glory Pool, constituent aussi un des pôles d'attraction de ce parc. Le décor est maintenant posé et l'histoire que je vais vous raconter dans cette chronique peut commencer. Cette histoire démarre dans les années 1960. Notons qu'à cette époque, on pense que les bactéries ne peuvent pas survivre à des températures dépassant 55 degrés. Et un biologiste américain dénommé Thomas Brack va découvrir dans une source chaude de Yellowstone, près de Geyser, une nouvelle bactérie capable de vivre dans des eaux pouvant atteindre 80 degrés et qu'il va baptiser Thermus aquaticus. En 1969, il publie un article qui décrit les particularités de cette nouvelle bactérie. Cette bactérie, en forme de bâtonnet, est capable de survivre à des températures comprises entre 50 et 80 degrés et sa température optimale de fonctionnement est d'environ 70 degrés. Cette bactérie a été retrouvée depuis dans d'autres habitats thermiques du monde comparables à ceux des sources chaudes de Yellowstone. De telles bactéries sont qualifiées de thermophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment la chaleur. Leurs protéines, et notamment leurs enzymes, sont thermostables, c'est-à-dire qu'elles conservent leur structure et leur fonction quand elles sont exposées à des températures élevées. D'autres bactéries thermophiles ont été découvertes dans les sources chaudes de Yellowstone, ainsi que de nombreuses archées thermophiles. Le groupe des archées est d'ailleurs très représenté dans les milieux extrêmes de notre planète. Thomas Brack est devenu un modèle pour les nouvelles générations de microbiologistes qui, comme lui, sont partis dénicher la vie dans des endroits apparemment inhospitaliers. Avec Thomas Brack a démarré la quête des organismes qualifiés d'extrémophiles, c'est-à-dire d'organismes qui vivent dans des conditions physico-chimiques particulières qui seraient mortelles pour la plupart des autres organismes. Ces conditions extrêmes de vie peuvent concerner la température, mais aussi d'autres paramètres du milieu tels que la pression, le pH ou la salinité. Ainsi, Pyrolobus fumari est une archée qui a été découverte en 1997 sur les parois d'une cheminée hydrothermale sous-marine sur la dorsale atlantique. Et cette archée se développe à une température optimale de 106 degrés et elle est capable de se multiplier jusqu'à 113 degrés. Thermus aquaticus était considérée comme une bactérie thermophile. Cette archée va être qualifiée d'hyperthermophile.
thermophile. Mais revenons à notre bactérie Thermus aquaticus. La découverte à Yellowstone de la bactérie thermophile Thermus aquaticus par Thomas Brack va non seulement permettre d'ouvrir le champ d'étude des organismes extrémophiles, mais elle va aussi révolutionner la biologie moléculaire en permettant la mise au point d'une technique d'amplification de l'ADN. L'ADN est un acide nucléique qui constitue le support de l'information génétique des cellules. Il s'agit d'une molécule bicaténaire, c'est-à-dire qu'elle est formée par deux brins, lesquels sont constitués chacun par un enchaînement de nucléotides. En 1953, Watson et Crick montrent que ces deux brins sont enroulés en spirale, l'un par rapport à l'autre, formant une double hélice d'ADN. Ces chercheurs seront récompensés en 1962 par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Les deux brins qui composent la molécule ADN sont complémentaires et antiparallèles, et ils sont maintenus associés l'un à l'autre par des liaisons hydrogènes entre paires de bases azotées complémentaires, la complémentarité étant d'une part la complémentarité CG et d'autre part la complémentarité A et T. Ces liaisons hydrogènes sont de faible énergie, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à rompre. Ces liaisons sont notamment thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être rompues si on expose l'ADN à une température élevée. Ainsi, une exposition de l'ADN à une température de 95 degrés va séparer les deux brins d'ADN et on dit alors que l'ADN est dénaturé. L'ADN est une molécule qui doit être répliquée par les cellules avant chaque division cellulaire. Le mécanisme de réplication de l'ADN s'effectue par une séparation de l'hélice d'ADN en deux brins qui vont servir chacun de matrice à l'élaboration d'un brin nouveau. La réplication de l'ADN nécessite des nucléotides libres qui vont ensuite s'apparier avec les nucléotides du brin matrice. Au milieu des années 1950, Arthur Kornberg étudie le mécanisme de réplication de l'ADN et il va découvrir en 1957 la première ADN polymérase. Sa découverte du mécanisme de réplication sera récompensée par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1959. L'ADN polymérase, qui est représenté ici ou ici, est l'enzyme très importante qui permet de polymériser les nucléotides, c'est-à-dire de les lier entre eux de façon covalente, permettant ainsi, au cours de la réplication de l'ADN, de synthétiser un brin nouveau d'ADN complémentaire du brin matrice. La zone où la double hélice d'ADN parental s'ouvre au cours de la réplication, grâce à l'activité d'une ADN hélicase, forme une structure qu'on appelle la fourche de réplication. La flèche violette, indiquée ici ou bien ici, indique le sens de déplacement de l'ADN polymérase le long du brin matrice lors de son activité de synthèse progressive du brin nouveau. Notons que l'ADN polymérase catalyse la polymérisation des nucléotides dans un sens obligatoire qu'on appelle le sens 5', 3', et qui est mentionné sur ce schéma par la flèche rouge. Et comme les deux brins de la double hélice d'ADN sont antiparallèles, la synthèse d'ADN ne peut s'effectuer de façon continue que sur un des deux brins de la fourche de réplication, alors qu'elle va se faire de façon discontinue sur l'autre brin. Le brin néoformé synthétisé de façon continue est appelé le brin direct, alors que celui qui est synthétisé de façon discontinue est appelé le brin indirect. Et ainsi,
la fourche de réplication a un fonctionnement asymétrique. Notons que l'ADN polymérase a besoin d'une courte amorce pour démarrer son activité et dans la fourche de réplication, l'amorce est un petit ARN qui sera remplacé ensuite par un court segment d'ADN. Le mécanisme de réplication permet, à partir d'une molécule d'ADN bicaténaire de départ, la synthèse de deux molécules d'ADN bicaténaires identiques entre elles et identiques à la molécule d'ADN parentale. Les molécules filles issues de la réplication sont constituées chacune par un brin parental, qui est représenté ici en vert, et un brin néoformé, qui est représenté ici en orange, si bien qu'on dit que la réplication de l'ADN est semi-conservative. Ce processus est remarquablement fidèle, l'ADN polymérase étant doté d'une capacité d'autocorrection. Cette reproduction fidèle de l'ADN avant la division permet à l'information génétique d'être ensuite transmise à l'identique d'une cellule mère aux cellules filles lors de la division cellulaire. L'histoire racontée dans cette chronique se poursuit par une idée géniale, celle du chimiste américain Kary Mullis. Nous sommes un soir de printemps de 1983 et au cours d'un long trajet en voiture, Mullis réfléchit aux moyens techniques de reproduire en laboratoire de grandes quantités d'ADN à partir d'un fragment d'ADN qu'on souhaite amplifier. Et il a soudain une idée géniale qui repose en fait sur une astuce relativement simple. Imaginons qu'on veuille amplifier un fragment d'ADN. Il va s'agir dans un premier temps de séparer les deux brins d'ADN, c'est-à-dire de dénaturer l'ADN. Puis, il faudra utiliser une ADN polymérase qui va synthétiser un brin d'ADN à partir de chacun des deux brins de l'ADN parental. Et on se trouve donc alors avec deux molécules d'ADN bicaténaires. Et Kary Mullis se dit qu'on pourrait soumettre ces deux molécules filles à une nouvelle dénaturation afin de séparer les deux brins qui les constituent et utiliser à nouveau l'ADN polymérase. On pourrait ainsi doubler le nombre de copies d'ADN à chaque cycle et obtenir une très grande quantité d'ADN en partant d'une seule molécule d'ADN. Ainsi, sans même connaître la séquence du fragment d'ADN qu'on veut dupliquer, on pourrait amplifier à souhait la quantité initiale d'ADN. Kary Mullis travaille à cette époque sur les acides nucléiques au sein de la compagnie américaine de biotechnologie Cetus Corporation et il sent le formidable potentiel de son idée. Mais il n'arrive pas à croire qu'il est le seul à y avoir pensé. Il harcèle ses collègues avec son idée fixe, s'interrogeant sur la faisabilité de son projet et cherchant désespérément un article qui pourrait mentionner que quelqu'un a déjà tenté d'appliquer cette technique. Mais en fait, personne n'a encore jamais imaginé de mettre en application un tel projet. Cette technique, imaginée par Kary Mullis, va ainsi être développée en 1985 au sein de Cetus Corporation et elle sera appelée la technique de PCR pour Polymerase Chain Reaction. Cette technique de PCR nécessite des amorces, des nucléotides de l'ADN et des phases d'exposition de l'ADN à des températures élevées pour la dénaturation, alternant avec des phases de refroidissement pour permettre l'action de l'ADN polymérase. Dans les premières PCR, on utilise l'ADN polymérase de la bactérie Escherichia coli qui est présente dans notre intestin. Cette bactérie se développe préférentiellement à la température de notre corps, c'est-à-dire à 37 degrés, et ces enzymes, telles que son ADN polymérase, commencent à mal fonctionner quand les températures sont supérieures à 37 degrés. Dans chaque cycle de PCR, il faut donc alterner une phase de dénaturation de l'ADN à 95 degrés, puis une phase d'activité de l'ADN polymérase d'Escherichia coli
à 37 degrés. Si bien que la technique de PCR avec cette enzyme va se révéler lente, fastidieuse, peu efficace. Ce serait tellement mieux si on disposait d'une ADN polymérase capable de résister à une température élevée. Et c'est là que notre histoire rejoint celle de Thermus aquaticus, découverte dans le parc de Yellowstone par Thomas Brock à la fin des années 1960. En 1976, l'ADN polymérase de Thermus aquaticus, qu'on appelle la TAC polymérase, est isolée. Et l'avantage de cette enzyme est qu'elle est thermostable, avec une température optimale d'activité de 72 degrés. En 1986, Carey Mullis et d'autres chercheurs de Citrus Corporation vont tenter d'utiliser la TAC polymérase dans la technique de PCR et les résultats sont enthousiasmants. Grâce à cette enzyme, la PCR devient remarquablement efficace car il n'est plus nécessaire de refroidir à 37 degrés au moment de la phase de synthèse des brins d'ADN. La PCR avec la TAC polymérase est alors brevetée et commercialisée par Citrus Corporation. En 1989, la revue Science désigne la TAC polymérase comme la molécule de l'année. Et en 1993, Carey Mullis reçoit le prix Nobel de chimie pour avoir inventé la technique de PCR. La révolution de la biologie moléculaire est en marche. Avant l'ère de la PCR, on ne pouvait décoder l'information génétique contenue dans un fragment d'ADN qu'à condition de disposer d'une très grande quantité de molécules parfaitement identiques. Mais avec la PCR, la quantité d'échantillons de départ peut être minime puisqu'il suffit ensuite de l'amplifier par PCR. Ce schéma permet de présenter les 3 étapes de chacun des cycles de la PCR. On veut, par exemple, amplifier par PCR la région spécifique d'ADN qui est représentée en jaune sur ce schéma. Le milieu réactionnel de départ va contenir la TAC polymérase, cette enzyme de Thermus aquaticus, de l'ADN bicaténaire contenant la région qu'on veut amplifier, les 4 types de nucléotides de l'ADN et un excès important de 2 courts fragments d'ADN monocaténaires représentés ici en vert et qui vont servir chacun d'amorce. Ces 2 amorces sont complémentaires des séquences d'ADN présentes aux extrémités 3' de la région d'ADN qu'on souhaite amplifier. C'est la répétition de cycles composés chacun de 3 étapes qui va permettre d'amplifier cette région d'ADN. Présentons le premier cycle de la PCR. La première étape de ce cycle est l'étape de dénaturation de l'ADN qui se fait à une température d'environ 95 degrés. La TAC polymérase étant capable de résister à une température aussi élevée. Cette enzyme n'est en effet pas dénaturée par ce traitement thermique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas perdre son activité après avoir été exposée à une température aussi élevée que 95 degrés. Dans cette première étape, le mélange est chauffé à 95 degrés durant 15 à 30 secondes afin de séparer les 2 brins de la molécule d'ADN de l'échantillon par processus de dénaturation thermique. La seconde étape de ce cycle est l'étape d'hybridation, au cours de laquelle le mélange est refroidi pendant quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, aux environs de 60 degrés, pour permettre la fixation des amorces au brin de l'ADN à amplifier. On parle ici de l'étape d'hybridation des amorces à l'ADN. Et on choisira la température d'hybridation optimale en fonction de la nature des amorces. Par exemple, cette température est ici de 55 degrés. La troisième étape du cycle est l'étape d'élongation, au cours de laquelle la température est relevée pendant 4 secondes à 2 minutes aux environs de 72 degrés, qui est la température optimale de fonctionnement
de la Taq polymérase, ce qui permet à cette enzyme d'ajouter des nucléotides à l'extrémité des amorces, et à mesure que la Taq polymérase allonge les amorces, elle va produire sur chaque brin matrice de l'ADN un nouveau brin complémentaire du brin matrice. Un premier cycle permet donc d'aboutir à 2 copies de la séquence d'ADN qu'on souhaite amplifier. Un second cycle, identique au premier, va alors suivre. La température est relevée à 95 degrés pour séparer le brin néoformé d'ADN du brin parental. L'échantillon est ensuite refroidi, par exemple ici à 55 degrés, pour que les amorces du mélange puissent se lier à nouveau aux extrémités 3' de l'ADN cible, puis à 72 degrés, la Taq polymérase va allonger les amorces. Ce second cycle aboutit ainsi à 4 copies de la portion d'ADN qu'on souhaitait amplifier. Chacun des cycles permet ainsi de doubler la quantité de la séquence d'ADN, et la répétition de ces cycles de PCR permettra une amplification exponentielle de la quantité d'ADN. On peut ainsi obtenir en quelques heures seulement, et après un peu plus de 30 cycles de PCR, des milliards de copies d'une région spécifique d'ADN grâce à un appareil qu'on appelle le thermocycleur et qui va modifier automatiquement la température du mélange réactionnel pour permettre le déroulement des 3 étapes de chaque cycle. On a bien inventé ici une sorte de photocopieuse à gènes. Et ainsi, à partir d'une source d'ADN très limitée, la technique de PCR peut permettre de produire de très grandes quantités d'ADN. Cette technique de PCR va permettre de très nombreuses applications dans des domaines extrêmement variés. Elle est bien sûr un outil de choix en recherche fondamentale. En médecine, elle constitue un outil remarquable pour détecter les infections virales ou bactériennes. Elle est par exemple utilisée pour identifier le virus du sida. La PCR est aussi un excellent outil pour détecter des gènes mutés ou des anomalies chromosomiques responsables de maladies génétiques ou responsables de cancer. Cette technique peut être utilisée dans le suivi des thérapies anticancéreuses et permettre ainsi aux médecins de poursuivre ou pas un traitement. La PCR est aussi utilisée en médecine légale, par exemple dans des investigations criminelles, afin d'obtenir de quantités suffisantes d'ADN à partir d'un échantillon de sang ou bien d'un seul follicule de cheveux. En agroalimentaire, la PCR peut être utilisée pour identifier des variétés ou des espèces végétales et animales, pour sélectionner de nouvelles variétés de fruits et de légumes, pour contrôler la qualité des produits agroalimentaires ou pour détecter la présence d'OGM dans un aliment. La PCR est aussi utilisée pour amplifier des fragments d'ADN provenant de fossiles et elle va permettre d'étudier l'évolution des espèces. En effet, la divergence des espèces à partir d'un ancêtre commun est reflétée par le degré de divergence entre les séquences nucléotides des gènes. La mesure de cette divergence nucléotidique peut alors être utilisée pour déterminer le lien de parenté entre différentes espèces. La Taq polymérase naturelle n'est plus aujourd'hui la seule enzyme utilisée dans les réactions de PCR. Certaines sociétés commercialisent des Taq recombinantes ainsi que des ADN polymérases issus d'autres micro-organismes. En 1986 a été identifiée dans des sédiments marins chauffés par géothermie une archée hyperthermophile dont le nom est Pyrococcus furiosus. L'ADN polymérase de cette archée présente une température optimale d'activité de 75 degrés et elle conserve plus de 95% de son activité après 1 heure d'incubation à 95 degrés. Et cette enzyme a l'avantage d'assurer une copie de l'ADN plus fidèle que celle que réalise la Taq polymérase. L'ADN polymérase de cette archée, appelée la PFU polymérase, est donc utilisée aussi en PCR avec l'avantage d'une plus grande fidélité.
Dans les années 1960, Thomas Brooks découvrait la bactérie Thermus aquaticus dans les sources chaudes du parc de Yellowstone. Et qui aurait pu imaginer, alors que près de 20 ans plus tard, une technologie nouvelle appelée l'APCR et basée sur une enzyme thermostable de cette bactérie allait être mise au point, lançant ainsi une véritable révolution de la biologie moléculaire. La vie microbienne du parc de Yellowstone n'a pas encore révélé tous ses secrets. On estime que moins d'1% des micro-organismes du parc ont été à ce jour identifiés. Les découvertes de nouveaux organismes extrémophiles à Yellowstone ou dans d'autres environnements extrêmes de notre planète sont passionnantes et elles sont aussi porteuses de promesses quant à leur utilisation possible. Poursuivre l'exploration de ces écosystèmes extrêmes, tout en préservant leur biodiversité, s'avère être pour l'homme à la fois un défi, un devoir et une formidable chance à saisir. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique. Dans cette 6e chronique biologique, on s'interrogera sur le lien qui existe entre le chant des sirènes et l'étude du suicide cellulaire chez un petit ver transparent.